Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique taraborienne, une chronique taraborienne au cours de laquelle on va s'intéresser à ceci, le guide d'Ubersreich pour Warhammer Fantasy 4e édition, traduit en français par Chaos Project et en version originale chez Cubicle 7. Il s'agit du petit livret qui est donné avec la boîte d'initiation. Alors je ne vais pas m'étendre sur la boîte d'initiation, vous trouverez pas mal de vidéos qui ont été faites par d'autres chaînes qui rapportent cette boîte. Bon, voilà, autant dire que c'est vraiment très bien. C'est une porte d'entrée très intéressante, sachant que bon, bah, tout ce qui fait on va le voir d'ailleurs, la saveur de Warhammer, c'est vraiment l'univers, c'est vraiment une proposition très différente, enfin très à part dans le médiéval fantastique, d'ailleurs plutôt le médiéval renaissance, voilà, et dans la dark fantasy, et que c'est un peu intimidant comme univers. Donc c'est une porte d'entrée qui en fait va être extrêmement facilitatrice pour les maîtres de jeu qui voudraient se lancer. J'ajoute que en plus de ceci, donc qui est un livret de contexte, hein, qui pourrait, c'était trop fin, je pense, l'idée c'était de le mettre dans une boîte d'initiation, et c'est un peu fin pour faire un ouvrage complet. Ça fait, que je dise pas de bêtises, ça fait 64 pages. Les plus petits ouvrages, je crois que c'est 95, autour de 90 de mémoire, les bouquins. J'aurai l'occasion d'en chroniquer d'autres. Donc ils l'ont fait comme ça, sous forme de livret souple. Mais c'est quelque chose qu'on peut vraiment, même une fois qu'on a fait le tour de ce qu'il y a dans la boîte de base, du matériel, de la boîte d'initiation, ça se garde en complément de contexte, c'est très bon. Il y a un livret d'aventures, donc je ne reviens pas sur les aventures. Alors, moi actuellement, je retombe un peu là-dedans, je me remets à relire tout ça, parce que je suis en train de préparer une petite partie pour les vacances de Noël. Je voudrais proposer aux joueurs de la table des masques de Nyarlathotep d'aller s'aérer un petit peu la tête sur du Medfan. Et donc voilà, je suis en train d'essayer de concocter un petit scénario dans cet univers-là. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, on va retrouver un petit peu le même genre de présentation qu'on a dans les livres, avec cette maquette là, avec des très belles photos. Donc on voit tout de suite qu'on est sur une ville fluviale, quoi, et un petit encart qui fait vivre la ville. Bienvenue à Ubersreich. Je vais d'ailleurs commencer par regarder. Donc un petit peu le découpage. Alors si on regarde le découpage, on a une douzaine de pages sur l'histoire d'Ubersreich depuis Magnus le Pieux jusqu'au nouvel empereur. Et puis vous savez qu'en fait la cité a appartenu à la famille des Jungfreud et qu'ils ont été chassés par les soldats de l'Empire. Puis on a le guide du visiteur qui occupe de la page 13 à la page 27. De la page 13, pardon, à la page 52, excusez-moi. Puis après, on a un petit mot sur la province d'Ubersreich avec les différentes baronnies. Vous savez qu'en fait, les ordres de baronnie et de chevalerie sont assez importants dans Warhammer. Et puis après, on a un petit supplément sur les sombres cultes. Voilà, Khorne, Nurgle, Slaanesh, Tsench, et puis les sans-visage, enfin d'autres cultes, etc. Alors, vous voyez qu'en fait, on a un petit condensé d'univers où on va retrouver tous les grands piliers qui font toute la saveur du jeu. Alors, Ubersreich, l'historique, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, la ville est très très vieille, hein. Elle a été fondée au temps de Sigmar, donc elle a plus de 2500 ans. Et elle est située sur la rivière le Teufel, en fait. Et du coup, elle a été faite au pied des montagnes grises et donc à proximité de nombreuses forteresses naines. Il y a toujours eu plus ou moins une alliance entre les nains et la ville. Cette alliance qui a été d'ailleurs décriée à une époque, parce que ce qui se passait, c'est que les nains refusaient d'aider les populations, la ville se faisait attaquer, détruire, et les nains derrière, qui étaient de grands architectes, reconstruisaient la ville et évidemment se faisaient payer pour ce faire. Et voilà, et on a fini par un petit peu leur reprocher ça. Ce qui s'est passé, c'est au cours vers l'année 2512, Karl Franz de la maison Holzwig-Schleswig, le prince héritier du Reichland et empereur, a fait adopter un édit
par la Diète du Reckland afin de soustraire Übersreich au contrôle de la maison Jungfreud qu'il a contrôlée donc depuis des années. Euh, voilà, bon, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, c'est évoqué, mais c'est plutôt des hypothèses. Quoi qu'il en soit, il y a des soldats qui partent d'Aldorf et qui viennent prendre, voilà, les soldats de l'armée régulière remplacent le guet de la ville et les Jungfraud. Beaucoup d'habitants restent fidèles aux Jungfraud, mais peuvent pas trop, ils n'ont pas trop le courage et les moyens d'agir. Et les Jungfraud, eux, vont aller se réfugier dans le comté de Roche-Noire, qui est un comté qui est sous leur coupe. Suite à ça, dans la ville, l'empereur place deux personnes on va dire comment ça, deux personnes de confiance, hein, des impériaux. Donc le général von Dabernick, qui va en fait prendre ses quartiers avec une partie des soldats dans la citadelle de Roche-Noire, qui était autrefois la maison familiale des Jungfreud, et Dame Emmanuelle Nacht, qui elle est plus n'est pas une militaire en fait, mais elle prévaut dans les décisions. Et puis c'est une espèce de triumvirat avec le conseil de la ville, où quelques nobles, quelques bourgeois, quelques notables, qui ne sont pas des nobles, pardon, des notables, en fait, voient une occasion pour les bourgeois de prendre part au contrôle de la ville et donc de détrôner les nobles, puisqu'on est sur un système de chevalerie, hein, et que au départ, c'est beaucoup en fait les nobles qui ont les postes de direction, qui sont dans les postes vraiment stratégiques. Là, c'est l'occasion voilà, d'essayer de faire de la ville une sorte de cité libre, hein. Il y a une partie des notables qui militent pour que la ville garde un statut de cité libre. Et pour l'instant, on fonctionne comme ça avec un triumvirat, même si tout le monde a bien conscience que cette alliance, elle ne pourra pas durer éternellement et que c'est du temporaire. Voilà. Donc ça, c'est important d'avoir choisi cet historique-là pour ce lieu-là, parce que ça veut dire que dès le départ, on va immerger les joueurs dans un climat d'intrigue politique. Alors là encore, ça permet de mesurer combien ce qui est proposé avec Warhammer est différent de ce qui est proposé avec du D&D ou du RuneQuest. Il y a vraiment une saveur propre. Et le côté complot, intrigue politique, espionnage, dès le début, on vous met dans ce cadre. On vous donne le cadre idéal avec des factions, des intérêts. Vous avez les notables qui essayent de peser. Donc, alors ceux qui sont au conseil, ceux qui aimeraient y entrer, ceux qui sont envieux de ceux qui y sont, voilà, et toutes les combinaisons possibles. Vous avez les impériaux. Alors, il y en a qui soutiennent Dame Emmanuelle Nacht, il y en a d'autres qui soutiennent plutôt le militaire. Là encore, ça donne lieu à des alliances, des complots, des intrigues. Donc on est vraiment, c'est foisonnant pour rebondir, pour créer des choses avec. C'est même déjà, je trouve, très dense en fait, hein. Voilà, vous avez également dans l'ouvrage qui est très bien fait, il y a pas mal d'illus, hein, quasiment à chaque page il y a des illus. Vous avez alors ce que j'en trouve, hein, vous avez ce qu'ils appellent, oh, il me semblait, il n'y a pas longtemps. Je ne peux pas tomber dessus. Je sais qu'il y avait des amorces de scénario, mais ça doit être peut-être dans l'autre livret. Vous avez du PNJ, hein, selon les quartiers. Donc la visite guidée, ça va vous permettre en fait d'avoir des gros plans. Alors l'auberge de la Maison du Pont, la guilde des charpentiers. Donc beaucoup d'organisations, l'apothicaire de Cordelia, le guilde des serruriers, guilde des forgerons. Et à chaque fois, vous avez un petit peu des indications sur le fonctionnement. Vous avez du PNJ. Voilà, Joran Messing, l'un des rivaux de Merkel au sein de la guilde, cherche à prendre sa place, etc. Avec des petites histoires comme ça, qui constituent tout un tissu de relations. Alors on va plutôt se rapprocher dans la confection d'un système un peu
comme ce qu'on peut avoir dans Vampire, vous voyez, où en réalité, le tissu relationnel, la carte relationnelle est hyper importante. Et ça vous permet assez facilément, en prenant, voilà, alors la charcuterie, une affaire florissante, voilà, et là vous avez toujours. L'or blanc est un fromage particulièrement crémeux, importé de Tillé, le produit le plus rentable. Un fournisseur a signé un contrat d'exclusivité. Vous avez comme ça, c'est foisonnant, hein. Je ne vais pas tous vous les faire parce que ce serait. Vous en avez des pages et des pages. Et en fait, c'est une véritable mine d'or. Avec ce livret, alors il y a un livret d'aventure en plus, hein, je ne parle même pas des aventures écrites. Mais avec ce livret-là, de la boîte de base, je pense que quelqu'un qui aime bien soulever le capot et mettre les mains dans le cambouis, il est capable de faire jouer facilement 2 ans avec ça. En rajoutant des choses, bien sûr. Mais toutes les intrigues possibles, voilà, vous avez quelques cultes. Alors, petit mot aussi, c'est bien qu'il y ait ça dès le bouquin de départ, parce que une autre particularité, en plus des intrigues politiques, et peut-être même est-ce au-dessus, d'après moi, c'est à Warhammer, c'est le fait qu'on est dans un jeu finalement assez proche de. Moi, ça me fait beaucoup penser à l'appel de Cthulhu, avec des divinités extérieures et ce grand ennemi qui en fait est le chaos, hein, voilà, donc vous avez les dieux du chaos que sont Khorne, Nurgle, Slanesh, Tsench et Tsench. Alors ils ont chacun, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils ont chacun, il y a le dieu de la luxure, le dieu du sacrifice, voilà, enfin bon, pas du sacrifice, je l'ai plus en tête, j'ai pas le détail, c'est pas dans ce livre-ci, mais vous avez déjà un peu une présentation, puisque bien évidemment, ces entités, elles corrompent les populations, et donc, sans avoir affaire directement aux entités, dès le début, on va croiser des adversaires, ou des opposants, ou peut-être des gens qu'il faudra éviter, qui sont des marionnettes de ces divinités du chaos, et qui sont, oui, le plus souvent, pour les joueurs, ce sont des adversaires. Voilà, sachant que les joueurs eux-mêmes peuvent devenir corrompus jusqu'à un certain point, parce que quand on est trop corrompu, ben c'est un peu comme à l'appel de Cthulhu, on ne peut plus jouer son personnage parce il est devenu cultiste, et voilà, et du coup il a plus le même intérêt que ce que vont jouer les autres personnages du scénario. Voilà, donc on a un ouvrage voilà, en 64 pages. Moi je trouve ça, pour me replonger dedans, j'avais déjà eu le même sentiment à l'époque, vraiment, vraiment très fort dans ce que ça propose. Je vous dis, il suffit de prendre une page au hasard. Voilà, vous lisez le contexte de départ, vous prenez une page au hasard, et vous avez tout de suite 15 idées de scénario. Et puis, pas des trucs bébêtes, porte-monstre trésor, hein. Vraiment des trucs où vous allez avoir du roleplay, vous allez, y compris des scénarios où on peut tirer l'épée, parce que c'est toujours rigolo de tirer l'épée, mais ça peut se résoudre autrement. On peut convaincre des gens, voilà, on peut trouver des alliés, voilà. Donc il y a du roleplay, voilà. Toujours intéressant dans le jeu de rôle, les jeux qui proposent vraiment de pouvoir faire du roleplay. Alors sur la partie roleplay, j'attire votre attention aussi sur le fait qu'il y a une saveur toute particulière. On est dans une espèce d'humour d'un peu d'humour entre l'humour anglais et l'humour noir, entre le sense of humor et l'humour noir, sur quelque chose d'un peu grinçant, parce que c'est un jeu féroce. En réalité, beaucoup des menaces et des enjeux, c'est sale, c'est des instincts vils, c'est des choses comme ça, hein, un peu comme à l'appel de Cthulhu, hein, bien sûr. Et on a cependant un peu aussi horrifique. Donc voilà un peu pour l'atmosphère. Donc des complots, des humains prêts à tout pour arriver à leur fin, y compris des humains corrompus, mais pas que, il y a des humains pas corrompus aussi, qui ont des agendas bien particuliers, des rivalités, dans la noblesse pour prendre des places, dans la politique, dans les villes, etc. Sur fond donc sur fond de politique, ce qui est aussi assez original dans le Medfan et rarement proposé.
On n'est pas nécessairement dans l'héroïque. On va surtout jouer des petites gens qui se retrouvent à un moment impliqués dans une histoire à laquelle ils vont devoir faire face et essayer de survivre du mieux qu'ils peuvent. Voilà. Je reviendrai dans d'autres vidéos sur le jeu lui-même. Je reviendrai sur les règles et pour essayer de vous mettre en avant, de vous expliquer pourquoi ce jeu, moi je trouve qu'il est vraiment très bon, à savoir où vraiment le système de jeu euh, favorise les enjeux de la proposition de jeu. Ça paraît la base. Alors je sais que c'est beaucoup la base dans les jeux indés, dans les grosses licences et les jeux plus, entre guillemets, plus grand public, c'est pas nécessairement le cas. Ou on va dire que c'est le cas, mais c'est plus ou moins bien fait selon les jeux. Là, moi, je trouve qu'à Warhammer, le mélange, il est vraiment bien fait. On a des règles qui poussent dans le même sens que le contexte. Et donc, forcément, ça prend d'écran, voilà. Donc, alors je ne sais pas, moi je vais proposer à ma table une petite partie pour les vacances. Je pense que si je suis satisfait du scénar, vraisemblablement je le proposerai dans le cadre des parties que je propose, de le rejouer. J'aime bien cette perspective aussi de jouer 2 fois le même scénario. Ça me permet de me surprendre moi-même et de voir qu'en le jouant 2 fois, je tire des leçons de la première fois où je le joue, sur ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé. Ça me permet d'affiner. Généralement, ceux qui font la deuxième partie, je suis meilleur à masteriser la deuxième fois, un peu comme tout le monde, hein, le scénar que la première fois. Et puis pourquoi pas, du coup là je me reprends un peu d'intérêt pour ce jeu, pourquoi pas, si les joueurs accrochent, quand on sera sorti quand on aura fini avec les masques, pourquoi pas essayer la campagne impériale. J'avais acheté les 2 premiers tomes que j'avais lus à l'époque. J'étais un peu circonspect. Bon, c'était le début, on ne voyait pas trop où ils allaient y venir, et puis on sait qu'à partir du 3e tome, il y a, je crois que c'est Graham Davis ou un autre qui était à l'origine de la campagne, en fait, puisque ça devait être sa director's cut, c'est le gars qui avait créé la première campagne, et puis finalement il se retire, et en fait finalement de ce que j'ai pu voir sur des vidéos de ci de là, de gens qui ont fait jouer et qui ont lu, euh, apparemment, c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. À partir du pouvoir derrière le trône, le raccord nu, et même la fin, les ruines de l'Empire ou l'Empire en ruine, apparemment, ils en ont fait quelque chose de très bien. Du coup, je me dis, bon, alors j'étais pas chaud pour repartir sur une campagne au long cours. Maintenant, je me dis, peut-être en la jouant plus détendu, avec plus de contexte, en brodant dessus, en allant vraiment dans le sens où les joueurs veulent l'amener. Ce qu'on peut moins faire, je trouve, à l'appel. Peut-être que ça fonctionnera mieux dans du Medfan, sachant que, vous savez, la campagne, j'y reviendrai quand je présenterai les tomes de la campagne. La campagne, on a à chaque fois le livre de campagne, le chapitre, et à côté, il y a un compagnon avec un scénario optionnel supplémentaire, mais aussi plein de choses et tout voilà. Encore une fois, la gamme est vraiment sérieusement bien faite. Alors j'ai eu de bonnes nouvelles depuis la dernière fois où je vous parlais de la V4.5, en fait, qui va être ce qu'ils appellent une V5, mais en fait ça va être une refonte de la 4 en éliminant tout ce qui est un peu trop crunchy pour rien, en simplifiant un peu le combat, en rajoutant, je crois que de base, toutes les carrières auront 10 compétences, alors que là, celles du livre de base en ont 8, et puis ils ont rajouté 2 compétences après, quand ils ont sorti les suppléments. Donc il y a un petit déséquilibre. Donc je pense qu'ils vont tout remettre à plat. La règle des avantages aussi, apparemment, ils vont faire quelque chose de... ils vont se récupérer un peu tout ce qu'ils ont fait dans les ouvrages, notamment pour le combat. Ils vont prendre beaucoup de choses dans Arms Up, qui est un supplément sur le combat, dont je ferai une vidéo sur ce supplément, hein, parce qu'à lui tout seul, il mérite une vidéo. Et bien là, en fait, ils vont prendre les avancées de Arms Up. Ils ont fait remonter, bien sûr, le retour de partie de la communauté de joueurs, et ils vont faire un truc
un peu plus fluide, un peu moins. Alors il y aura du détail, mais peut-être un peu, ce sera facilité par rapport au côté peut-être un peu trop besogneux de certains sous-systèmes, notamment dès qu'on attaque le combat, comme c'est souvent le cas avec les jeux un peu crunchy en made fan. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner mettre la cloche pour rater aucune vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.